Bonjour Amel, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, à l'APN, poursuite des débats sur la déclaration de la politique générale et au Conseil de la Nation, séance plénière consacrée à l'installation des 2 vice-présidents du Conseil. Et à Annaba, ouverture aujourd'hui de la 14e édition de l'Université africaine des notaires sous le thème du rôle du notaire dans la promotion de l'investissement et la relance économique avec la participation de 19 pays africains. Les travaux de cette 14e édition seront ouverts par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louh. Toujours à Annaba, donc le ministre doit inaugurer également un nouveau siège de la cour de Annaba avant de procéder à la pose de la première pierre de la maison de l'avocat. Et à Ouergla, commémoration du 50e anniversaire des manifestations populaires du 27 février 1962, aujourd'hui prévu en présence du ministre des Moudjahidines, ce qui sera donc suivi par une conférence sur ces événements qui se tiendra à la Maison de la Culture Moufdi Zakaria. Et à Tamanrasset est prévu un séminaire international sur la protection juridique de l'environnement naturel entre réglementation, réalité et nouveauté. Ça se passe au centre universitaire Hadj Moussa Ahamour, donc au centre de la ville de Tamanrasset, et à Smara, au camp de réfugiés sahraouis. Célébration du 43e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. À Boumerdes est prévu également aujourd'hui colloque national ayant pour thème informel en Algérie, pratique et exigences de traitement. Donc ça se passe aujourd'hui et demain à l'université Mohamed Bougara. Sur la scène internationale, deuxième sommet prévu aujourd'hui entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen en vue de discuter notamment sur la dénucléarisation dans la péninsule coréenne. À Tripoli, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faiz Sarraj, poursuit ses rencontres au plan international pour davantage de soutien au processus de règlement de la crise libyenne au moment où il intensifie ses activités au plan interne pour un maximum de prise en charge des besoins des populations. Union européenne, Royaume-Uni, date limite fixée par Theresa May pour trouver une issue sur les nouvelles négociations sur le Brexit, alors qu'elle a promis la tenue d'ici au 12 mars prochain, un vote des députés britanniques sur l'accord qu'elle tente de renégocier avec Bruxelles. Sport, bien sûr, football, Coupe d'Algérie. Le quart de finale retour est prévu entre l'entente de Sétif, l'USM Annaba, au stade de 8 mai 45 à partir de 17h. Sèchement battu au match aller 2-0. En déplacement, l'entente de Sétif tentera donc de renverser la vapeur pour espérer passer au dernier carré de l'épreuve populaire. Du côté de l'USM Annaba, la mobilisation est à son comble pour faire tomber l'un des spécialistes de Dame Coupe. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité, mais ce n'est pas tout. La ville de Tizi Ouzou abrite depuis hier à la Maison de la Culture les activités commémoratives du 30e anniversaire de la disparition de l'écrivain et chercheur de la littérature et culture amazigh, Mouloud Mamri, où un riche programme a été mis en place. Donc les activités qui se poursuivent aujourd'hui et demain pour rendre hommage à ce monument de la mazérité. Nous lui rendons également hommage dans l'invité de la matinale et pour ce faire, avec nous présent, Monsieur Slimane Hachi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique en Algérie. Vous êtes également chercheur et professeur dans plusieurs universités. Vous avez connu Mouloud Mamri. Quel honneur, quelle chance. On voudrait ce matin connaître l'ami Mouloud Mamri parce que l'écrivain n'est plus à présenter aujourd'hui, Monsieur Slimane Hachi. Merci Nejma. C'est toujours un bonheur et un honneur pour moi de venir à la télévision pour parler de sujets passionnants, de sujets intéressants à la culture, intéressants à l'histoire, la préhistoire, l'archéologie de cette belle partie du monde.
Je voudrais rectifier quelque chose que vous avez dit. Je ne suis plus directeur du CNRPH. J'y suis toujours comme chercheur, mais en ce moment, je m'occupe de la mise en place et de la mise en œuvre d'un centre qui vient d'être créé sous l'égide de l'UNESCO, qui va s'occuper de la sauvegarde et de la préservation du patrimoine culturel immatériel pour le continent africain. Un centre africain sous l'égide de l'UNESCO. C'est un centre qui a un conseil d'administration international et qui va œuvrer en faveur au bénéfice de l'Afrique, en fait. En fait, ce que nous faisions au CNRPH, il nous est demandé, ce que nous faisions au CNRPH pour l'Algérie, il nous est demandé maintenant de le faire pour l'Afrique. C'est énorme, c'est immense, mais c'est un grand honneur, un privilège que l'Algérie ait eu l'accord de l'UNESCO et que l'Algérie ait été choisie par l'UNESCO pour abriter ce centre. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Mouloud Mamri. Autant dit, ce n'est pas le sujet, c'est pas tellement vrai, parce que c'est vraiment le sujet. C'est vraiment le sujet. Mouloud Mamri, vous l'avez dit, est un écrivain connu, mondialement connu, traduit dans plusieurs langues, qui se distingue par une belle écriture, par essentiellement les 4 romans qu'on lui connaît, que sont La colline, Le sommeil du juste, L'opium et le bâton et La traversée. Il a aussi fait du théâtre, il a écrit des pièces de théâtre aussi, il a écrit un certain nombre de nouvelles, il a fait de très beaux entretiens avec d'autres écrivains, d'autres penseurs. Tout cela, c'est son œuvre littéraire. Mais Mamri est également connu comme chercheur, comme universitaire, comme savant. Comme savant, anthropologue de la culture de son peuple, hein, mais de la culture mondiale, universelle. Mamri a eu plusieurs étapes dans sa vie, n'est-ce pas? Il a eu une étape, l'étape de commencement, de professeur de littérature dans un certain nombre de lycées, le lycée de Ben Aknoun, le lycée de Médéa, puis il est passé à l'université où il a enseigné pendant un certain nombre d'années. Il a enseigné juste après l'indépendance, il a enseigné au département de sciences humaines, n'est-ce pas, dans les humanités, où il s'occupait d'enseignement d'ethnographie, d'ethnologie et d'anthropologie. Et c'est là qu'il a développé, à l'université d'Alger, un cours spécifique, un cours de berbère, d'enseignement du berbère. Et cet enseignement, il le dispensait à partir d'une grammaire qu'il avait élaborée. Il a mis des années. Il y avait des grammaires du berbère, mais des grammaires plus ou moins complètes, plus ou moins efficaces, plus ou moins pertinentes. Mamri a monté une grammaire, une vraie grammaire du berbère, s'appuyant sur ses prédécesseurs, s'appuyant sur Boulifa, Ben Sedira, etc. Mais lui, il a monté une véritable grammaire qui est aujourd'hui utilisée, hein, qui est celle qui est utilisée dans l'enseignement, aussi bien dans l'enseignement universitaire que dans l'enseignement dans les écoles, les collèges et les lycées. Tout à fait. Il a également créé des glossaires, c'est-à-dire des dictionnaires spécialisés du berbère. Mais l'œuvre importante de Mamri en matière d'anthropologie, c'est une œuvre esthétique. Hein, parce qu'il était convaincu, il savait, il avait fait des lettres, il avait fait de très bonnes et de très hautes études de littérature et de lettres. Il savait qu'une culture, une civilisation repose d'abord sur des faits esthétiques, sur des faits d'art, des faits esthétiques. Regardons autour de nous. La Grèce continue d'exister, Rome continue d'exister parce qu'elle repose sur Homère, sur l'Iliade et l'Odyssée, sur des œuvres esthétiques profondes. Prenons la Finlande, qui repose dans la nation, repose sur un très long texte, un très long poème qui s'appelle le Kalevala. Donc c'est ce qu'a essayé de recréer Mamri, en allant recueillir la poésie de Si Mohand, en allant recueillir la poésie de Cheikh Mohamed El-Hussein, des poètes kabyles anciens, en allant recueillir toute cette œuvre esthétique
communautaire, collective. Qui s'inspirait entre autres voilà, de la société. De la société, bien sûr. Notamment. De la société algérienne, de la société maghrébine. De la culture voilà, il n'était pas tout à fait accroché à son rocher de montagne. Il était d'abord algérien, maghrébin et universel. Sa pensée l'a conduit à l'universalité. C'est ce que nous allons essayer de montrer. Vous savez, quand il enseignait à l'université d'Alger, il était en même temps chercheur au CRAP et il en est devenu le directeur. Le CRAP qui est l'ancêtre du CNRPH d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il en est devenu le directeur en 1969. De 69 à 79-80, c'est là qu'il a déployé tout ce qu'il voulait faire en matière de recherche anthropologique. C'est là où il a entamé ses premières recherches, c'est ça? C'est là qu'il a explosé, on va dire ça comme ça. C'est là qu'il a eu le plein rendement de son activité de chercheur. Par la suite aussi, mais c'est là que ça a commencé, c'est au CRAP que ça a commencé. Il s'est investi dès le début des années 70 dans une région qui était le Gourara, dans la région de Timimoun. Il s'est investi dans cette région en essayant de collecter tout ce qui pouvait l'être, la littérature orale, la poésie, les chants, les danses, les pratiques anthropologiques, les pratiques sociales, les pratiques religieuses, la langue, le zénith. Il a essayé de circonscrire cette société qui était, à l'époque, au début des années 70, un peu hors d'atteinte du monde, quoi. Et cette évolution quasiment en isolat de cette population lui a permis d'étudier, de connaître une société, de connaître un groupe, de connaître une population, une culture, et de la connaître au plus près, dans sa grande intimité, n'est-ce pas? On peut dire que les Halil est classé patrimoine par l'UNESCO et un peu grâce à lui, monsieur. Un peu beaucoup, grâce à lui, bien sûr. Il a recueilli des Halil qu'il a publiés, dans des articles, dans des livres, etc. Mais c'est surtout la réflexion sur ces Halil-là, les études qu'il a conduites, les équipes de recherche qu'il a montées autour de cette équipe, autour de ce sujet du Gourara, autour des zéniths. C'est les gens qui l'ont accompagné, les gens de Timimoun, notamment Moulay Slimane, qui vient de nous quitter. Nous voudrions rendre hommage au même à cette occasion, à lui aussi, à Moulay Slimane. Et tout cela, il a fait en montant des équipes de chercheurs. Il y avait des chercheurs qui étaient spécialisés en ethnomusicologie, qui recueillaient des chants. Il y avait des jeunes chercheurs qu'il commençait à lancer, n'est-ce pas? Notamment quelqu'un qui est aujourd'hui un monsieur extrêmement productif, qui s'appelle Rachid Bellil, qui a continué sur le Gourara, qui a continué à travailler sur les zéniths, et c'est lui qui a monté, que j'avais chargé à l'époque de monter le dossier sur la Halil en s'inspirant des travaux de Mamri et de ses propres travaux à lui pour faire admettre par l'UNESCO cet élément culturel, cet élément du patrimoine culturel immatériel au titre du patrimoine de l'humanité, excusez du peu. Oui, monsieur Slimane Haji, vous qui avez connu personnellement monsieur Mouloud Mamri, à votre avis, pourquoi son choix a été porté sur cette région du sud du pays? Parce qu'il aimait beaucoup le Sahara. Il avait travaillé d'abord, il connaissait bien le monde touareg, par exemple, pour avoir travaillé sur les dictionnaires du père de Foucault. Il avait travaillé avec Jean-Marie Cortade pour faire le dictionnaire inverse, c'est-à-dire français touareg. Donc il connaissait bien les sociétés sahariennes et il s'est baladé partout. Il a été dans le Tassili des Agères, où à la même époque, au milieu des années 70, une belle grotte néolithique avait été découverte, qu'on appelle Tinanakaten, et cette grotte a été fouillée et elle a donné des résultats fouillés par le CRAP à l'époque. Donc il avait relancé dès son arrivée. Quand il est arrivé à la tête du CRAP en 69, il n'y avait rien.
Les Français étaient partis. Il restait quelques chercheurs. Le dernier directeur français qui restait jusqu'en 69, Gabriel Camps, est parti. Un certain nombre de chercheurs sont partis. Quand il est arrivé à la tête du CRAP, il lui fallait tout construire, tout reconstruire. C'est lui qui a algérianisé la recherche en anthropologie, la recherche en préhistoire, la recherche en sciences humaines en Algérie. C'est lui qui a recruté les premiers jeunes chercheurs, aussi bien en histoire qu'en anthropologie, qu'en sociologie, qu'en archéologie, qu'en préhistoire, tant et si bien qu'aujourd'hui, ceux qui vous parleront de ces choses-là sont ceux qui étaient jeunes étudiants à l'époque où il était directeur et qu'il avait connu, qu'il recevait au CRAP, qu'il avait recruté au CRAP, qu'il a envoyé faire des DEA, des doctorats, etc., dont votre interlocuteur d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est tout cela à Mamri. Moi, j'ai connu un monsieur immense, mais en même temps d'une très grande modestie, d'un excellent abord. Hein. C'est quelqu'un qui vous rendait intelligent, qui écoutait même si vous dites des bêtises ou des petites choses, il vous donnait l'impression d'avoir découvert le fil à couper le beurre ou que sais-je encore. Donc il vous rendait intelligent par l'attention qu'il portait aux gens, par l'attention qu'il portait aux choses humaines. C'était un grand humaniste et un grand spécialiste des sciences humaines. Et qui demeure toujours la référence de notre littérature et culture algérienne. Mais mondialement, aussi bien pour ses travaux de littérature, pour ses œuvres de création, théâtre et romans, mais également pour son œuvre scientifique. Son œuvre scientifique est immense et aujourd'hui sert de référence à beaucoup de monde dans le monde, à beaucoup d'institutions. Nous allons en parler. Vous savez, par exemple, une grande et honorable institution mondiale comme l'UNESCO. L'UNESCO, qui est une organisation du système des Nations Unies, qui regroupe plus de 180 États en son sein, et qui s'occupe de culture, de sciences et d'éducation. S'agissant de la culture, l'UNESCO dispose de 2 grandes conventions internationales ratifiées par un grand nombre de pays, donc qui sont à l'œuvre quasiment du point de vue universel. Ces 2 conventions, la première, c'est celle qu'on appelle la Convention de 72, qui s'occupe du patrimoine matériel. Le patrimoine matériel, c'est-à-dire comme Tipaza, Djemila, la vallée du Mzab pour nous, c'est-à-dire des choses qui, dans le passé, laissent des traces matérielles qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut palper, etc. Mais au bout d'un certain nombre d'années de mise en œuvre de cette convention, à partir de l'année 72, l'UNESCO s'est rendu compte que des pans entiers du patrimoine culturel n'étaient pas pris en charge, n'étaient pas réglés par cette convention. C'est tout le volet immatériel de la culture, du patrimoine, des héritages culturels. C'est tout ce volet patrimoine qu'une convention est venue prendre en charge à partir de l'année 2003. En fait, sous la direction générale de Matsuhara, Koichiro Matsuhara, japonais, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, c'est un japonais. Un japonais, il sait ce que c'est que la culture, il sait ce que c'est que le patrimoine. Pourquoi ? Parce que le Japon était par terre en 1945. Il y a eu 2 bombes atomiques, Hiroshima, Nagasaki. Donc le Japon était quasiment anéanti. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Japonais ? Ils se sont retournés sur leur culture, sur les legs culturels, sur les héritages culturels. Ils ont pris tous les décrets nécessaires, tous les arrêtés, toutes les circulaires, tous les textes. Ils ont déployé toute une activité des ministères pour pouvoir récupérer tout ce qu'ils avaient comme culture héritée, à partir duquel
à partir desquels ils ont fini par rebondir. Aujourd'hui, le Japon est le Japon, n'est-ce pas? Ça a été un peu le cas de Mouloud Mamri, n'est-ce pas? Lui qui a vécu les deux guerres mondiales et la guerre de libération, et qui disait qu'il était convaincu que le patrimoine, c'est le patrimoine qui réalisait l'unité nationale. C'est la culture, bien sûr, bien sûr. Il a vécu la Première Guerre mondiale, il est né pendant la Première Guerre mondiale. Il a vécu la Deuxième Guerre mondiale comme engagé. Il était au front d'ailleurs. Le sommeil du juste c'est quasiment, il y a beaucoup d'aspects autobiographiques dans le sommeil du juste, de sa mobilisation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est surtout pendant la guerre de libération que Mouloud Mamri était un écrivain, un penseur amplement engagé. Il alimentait les discussions à l'ONU par des textes. Par le biais d'un certain nombre de camarades de lutte, de dirigeants du FLN-ALN, il faisait parvenir à l'ONU des correspondances, des textes qui servaient, qui alimentaient les discours de la délégation, la réflexion et les discours de la délégation algérienne. Et qui dénonçait aussi le colonialisme français. Bien sûr. Relisez la lettre la réponse qu'il avait faite à Jean Sénac. Jean Sénac lui a écrit un jour pour lui demander un article et il lui répond dans une lettre magistrale où il lui dit « Ta lettre m'a fait l'effet de venir de Sirius, tant ici les préoccupations m'en semblent étrangères. Il y a encore des lieux où l'on s'occupe de choses aussi exquisément inutiles que la littérature et les littérateurs. Vous êtes d'heureux hommes sur les bords de la Seine. Ici, des hommes meurent. » Il parlait de l'Algérie. Donc il parlait de l'Algérie colonisée et de la lutte de libération et du peuple qui s'était engagé à récupérer sa liberté et sa dignité. Et Mamri était en plein là-dedans, il était là-dedans. Il a été exfiltré en 1957-58 vers le Maroc, grâce à des pétitions d'écrivains, grâce à des pétitions de penseurs européens, français essentiellement. Donc voilà un peu l'histoire de Mamri, l'histoire de l'homme, mais il y a aussi l'histoire du savant, de ce qu'il a mis en place comme pionnier. Et quand on est pionnier, on est forcément seul. Il était seul. Et il a supporté beaucoup de bêtises, beaucoup de stupidités, beaucoup d'attaques stupides, ignorantes. Il a supporté tout ça, il a continué son chemin, il a continué à travailler, tant et si bien qu'aujourd'hui, la convention de 2003, celle dont je parlais, qui a été mise en place qui a été décidée par Koichiro Matsuhara, dont la rédaction a été confiée à un Algérien, parce que le Japonais savait ce que l'Algérie venait de vivre, savait la colonisation, la période de 90, tout cela, il savait que l'Algérie pouvait être le pays, pouvait être l'histoire, pouvait être le peuple qui pouvait conduire une belle convention de récupération de sa culture, de récupération de son héritage culturel. Tant et si bien que cette convention de 2003, à laquelle les Algériens ont participé, à la rédaction de laquelle les experts algériens envoyés par le ministère de la Culture, dont moi-même, modestement, nous avons participé à la rédaction de cette convention qui a été adoptée par l'humanité dès octobre 2003. L'Algérie l'a ratifiée en 2004 comme premier État au monde. Peu de gens le savent, il faut le savoir, il faut le dire, que l'Algérie a ratifié cette convention de 2003 dès février 2004 comme premier État au monde. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a 177 États qui ont ratifié cette convention. 177 États, l'Algérie, premier État au monde à avoir ratifié cette convention. C'est énorme.
Pourquoi? Parce que la définition que donne cette convention du patrimoine culturel immatériel, le mot patrimoine, qui est une expression française, veut dire étymologiquement héritage paternel. Mais nous savons très bien que, chez nous en tout cas, dans les pays du Sud, les héritages sont surtout des héritages culturels, sont surtout maternels, n'est-ce pas? D'ailleurs, la conférence africaine des humanités, qui s'est tenue en mai dernier à Bamako, a décidé de ne plus parler en français du patrimoine, mais du patrimoine. Mais ce problème est réglé par l'expression anglo-saxonne qui parle de cultural heritage, c'est-à-dire les héritages culturels. Parce que, comme vous le savez, la culture repose sur deux piliers, hein. La culture héritée et la culture créée. La culture héritée, ce sont ces héritages, ces fameux héritages culturels qui sont à la fois matériels et immatériels. Et la création culturelle, la création qui ne peut pas se faire sans se référer ou sans référer à ces cultures héritées. Vous ne pouvez pas créer ex nihilo. Vous ne pouvez pas créer une musique sans référer ou sans se référer à quelque chose qui a préexisté, qui a existé avant vous. On peut faire du reggae moderne, mais c'est du reggae. On peut faire du rail moderne, mais c'est du rail. Justement, voilà. Monsieur Slimane Hadji, vous avez parlé tout à l'heure du Centre africain aussi de sauvegarde du patrimoine qui a été créé dans le cadre du contrat signé en 2015 avec l'UNESCO. Quels seront les dossiers que vous allez proposer justement par rapport au patrimoine? Je voudrais vous dire, et le dire ce matin, que tout ce dont nous parlons, Mamri l'a pressenti. Mamri a œuvré. Quand je parlais tout à l'heure de cette population zénète qu'il a investie, qu'il a étudiée, qu'il a essayé de connaître au plus près, il ne l'a pas fait seulement pour les zénètes. Il l'a fait pour le prendre comme cas à transposer à la totalité de l'Algérie. Évidemment, avec des caractères spécifiques, cas à transposer à l'étendue du Maghreb, cas à transposer à l'Afrique et au monde. C'est pour cela que, aujourd'hui, l'Algérie qui a ratifié cette convention, le monde qui l'a ratifié, reconnaît, l'UNESCO vient de reconnaître à l'Algérie, grâce à ces travaux-là, grâce à ces travaux de pionniers, Mamri, Boulifa, Ben Chneb, Ben Sedira au XIXe siècle, etc. Grâce à ces travaux de gens qui, souvent seuls, souvent sans autorisation, sans imprimature, sans être aidés, soutenus, sans rencontrer d'enthousiasme autour d'eux, ces gens-là ont fait leur bonhomme de chemin pour des choses qui aujourd'hui sont reprises à l'universel. C'est ça la pensée. La pensée germe toujours dans quelques cerveaux avant de devenir contagieuse, avant de s'étendre à l'humanité entière. Aujourd'hui, ce que Mamri a fait s'étend à l'humanité entière grâce à des gens, grâce à ces organisations, grâce à la ténacité, grâce à l'enthousiasme des belles choses de la vie, des belles choses de l'humanité, des choses auxquelles on s'accroche, des choses qu'on aime, des choses qui nous passionnent. Grâce à tout cela, grâce à l'intérêt porté à toutes ces choses, eh bien aujourd'hui, le monde fonctionne. Évidemment, il y a les conjonctures. Cette convention a été prise dans une conjoncture de globalisation, de mondialisation, qui tendait à formater la culture universelle de l'humanité, qui tendait à niveler. Et quand on nivelle, c'est toujours par le bas. On nivelle jamais par le haut. Donc, ce nivellement, face à ce nivellement, face à cette extension de l'homogène, de l'unique. Vous savez, du point de vue économique, du point de vue de nos vies matérielles, nous utilisons les mêmes téléphones, où que vous soyez, les mêmes voitures, les mêmes télévisions, les mêmes frigos. Mais ça, c'est dans les denrées de consommation, les objets de consommation, que l'homogène est en train de couvrir le monde. Mais la culture, c'est précisément le domaine de l'hétérogène. C'est le domaine du différent, c'est-à-dire de la différence,
pas du différent comme conflit, de la différence pour régler les différends, justement. Du différent pour régler les différends. En tout cas, la pensée Mamri qui était très prémonitoire, on va dire, puisqu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Plus que jamais, plus que jamais aujourd'hui. L'Algérie, vous le disiez tout à l'heure, l'Algérie a été retenue. C'est un immense honneur. C'est un immense privilège, mais c'est aussi une immense charge, n'est-ce pas? L'Algérie a été retenue par l'UNESCO face à d'autres pays qui voulaient créer ce centre-là dans leur capitale. Algérie, après des études, des rapports effectués par l'UNESCO, des rapports de faisabilité, l'Algérie a été retenue pour abriter un centre chargé du patrimoine immatériel, des héritages culturels immatériels, on va dire ça comme ça, du continent, de l'Afrique. C'est énorme, c'est immense, mais quel honneur, quel bonheur, quel privilège. Même si la charge... pourquoi l'UNESCO a retenu l'Algérie? L'UNESCO, c'est un organisme, c'est une organisation internationale qui travaille selon des méthodes, qui fait des rapports, qui fait des analyses, qui fait des expertises. Des rapports de faisabilité ont été élaborés et c'est sur la base de ces rapports élaborés par des experts que l'UNESCO a retenu l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie a une expérience. D'immenses potentialités aussi culturelles. Un potentiel culturel, un potentiel patrimonial, un potentiel d'expertise, d'experts, de chercheurs, d'universitaires, de gens qui travaillent, de gens qui portent leur patrimoine, un potentiel de création, de créateurs qui s'inspirent du patrimoine. C'est pour tous ces atouts-là, c'est pour toutes ces qualités-là que l'Algérie a été choisie par l'UNESCO. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Ah bon? Oui. Il y a tant de choses à dire. Tant de choses à dire. En si peu de temps, ce ne sera juste pas possible de raconter Mouloud Mamri en quelques minutes. Donc, une dernière question, Monsieur Slimane Hachi. Il a été question de dénomination du CNRPH, Institut Mouloud Mamri, là où il a commencé ses premières oui, je crois que oui, je l'avais proposé. Je crois que ça fait son bonhomme de chemin. Je suis convaincu que ça se fera. Et on verra bientôt un film, Mouloud Mamri, sa biographie? Oui, on fera. Il y a un projet de film, mais il y a surtout un projet d'un grand colloque international pour dire tout ce que nous venons de dire rapidement, sommairement, superficiellement, mais le dire dans un colloque scientifique avec des preuves, avec des démonstrations, avec de la science, avec de la connaissance, le dire en plusieurs jours par des chercheurs venus du monde entier. Nous n'avons pas voulu le faire lors du centenaire de sa naissance, ni à une date quelconque qui correspondrait à Racine Carrée de 314 ou quelque chose comme ça, mais le faire de manière assise, calme, pour parler de ce grand monsieur, pour parler de cette pensée lumineuse qui rayonne et qui rayonnera encore longtemps et toujours sur nous, sur la culture algérienne. Tout à fait, monsieur. Parce que ce qu'il a fait est énorme, est immense. Il a créé des modèles transposables. Il a créé des modèles qu'on peut transposer à toutes les sociétés. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Slimane Hachi. Malheureusement, on n'a plus le temps. Personnellement, je proposerai une deuxième partie, Slimane Hachi. En tout cas, ça a été un pur bonheur, un énorme honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, Amel, c'est à vous.